sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo tout simplement parce que BioShock est ma licence favorite et celle de nombreux joueurs. Bon ok, elle est suivie de près par Silent Hill, mais BioShock gagne quelques points supplémentaires grâce au roman que je vais vous présenter de John Shirley, un romancier spécialiste de la fantasy et de la science-fiction. Bon ok, il était également membre d'un groupe punk et je trouvais ça cool de le préciser. Et une chose est certaine quant à ce fameux John, c'est qu'il a su retranscrire, non pas sans défaut, en 403 pages, l'ambiance si particulière de la ville sous-marine qui a séduit près de 4 millions de joueurs quelques semaines après sa sortie. Et je trouve ça particulièrement fascinant d'avoir une nouvelle vision, ou du moins un autre aspect d'une œuvre, que ce soit d'un jeu vidéo ou d'un film. Et je ne suis pas la seule à le penser. Et souvent le succès d'un film ou d'un jeu vidéo a un impact direct sur les ventes d'un livre. Par exemple, ce n'est pas pour rien qu'on a réédité Le Sorceller de Andrzej Sapkowski après la sortie de The Witcher 3 en mai 2015. Ou même Harry Potter, dont les ventes des 7 tomes se sont écoulées à 450 millions d'exemplaires dans le monde, dont 28 millions en France après la sortie des films. Et cela s'explique par ce besoin de rêver un peu plus longtemps, que ce soit Poudlard, La Comté ou Jurassic Park, il n'est pas rare de voir apparaître des livres annexes pour allonger l'expérience, et surtout parce que ça génère de l'argent. Et généralement les livres sont plus complets que ce que l'on voit à l'écran, permettant de faire redécouvrir un univers, ou du moins éclairer certaines zones d'ombre. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en lisant le livre de John Shirley. Ici, pas question d'une ville en ruine, infestée de chromosomes que les joueurs ont pu découvrir dans le premier opus, mais d'une rapture qu'on va voir évoluer pendant 14 ans, de sa création en passant par ses moments de gloire jusqu'à sa chute. Pour être plus précise, le livre de John Shirley est découpé en 3 parties, ou 3 âges pour reprendre les termes du livre. La première mettant en place les plans et idéologies d'Andrew Ryan, son entourage et ceux qui vont l'aider à construire Rapture. La seconde développe des personnages opposés aux idéologies de Ryan, tels que Sophia Lamb, Frank Fontaine ou encore Atlas, ainsi que la commercialisation des plasmides. Et enfin, la troisième, la destruction de la ville sous-marine. Un rythme soutenu mais qui n'a pas plu à tout le monde, jugeant la dernière partie bâclée voire trop rapide. Et à l'inverse, un début plutôt long avec une construction de la ville trop détaillée pour certains. Personnellement, ça ne m'a pas du tout gêné et ça n'entravera en rien la lecture des amoureux de la licence. Parce que n'oublions pas que Rapture est l'environnement principal dans lequel le joueur évolue pendant 2 opus. Tout le charme du jeu prend racine dans cet univers au style art déco qui nous a tant séduit. Alors oui, connaître les détails de la construction, les problèmes de canalisation, de géothermie, de pression ou le système de rationnement des habitants de Rapture, oui, ça m'intéresse. Des détails qui, à mon sens, crédibilisent l'histoire de BioShock, surtout que le lecteur n'est jamais perdu, l'auteur précisant avant chaque chapitre ou paragraphe l'endroit et l'année où se déroule l'action, des phases de routine et donc d'action qui rajoutent de la vie dans un lieu qui est, je le rappelle, en ruine dès les premières minutes du jeu. Effectivement, cela peut dérouter les non-initiés de la franchise. L'immersion qu'offre le jeu complète celle du livre, et vice-versa. Parce que ne l'oublions pas, les graphismes de BioShock sont magnifiques, et c'est ce qui le démarque des autres survival horror, qui tentent parfois vers le trop gore, trop sombre et trop effrayant, inséré guillemets. Donc oui, avoir un visuel avant est presque obligatoire pour au moins comprendre où le livre veut nous mener. Andrew Ryan est à mon sens l'un des antagonistes les plus mystérieux et controversés de l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, Ken Levine, le directeur de création de BioShock, et son équipe ont passé énormément de temps à la conception de ce personnage. Personnage qui devait rendre crédible cet isolement sous l'océan aux yeux des joueurs afin que ce dernier ne reste pas passif sur son histoire. Une ville qui est donc orchestrée par Andrew Ryan que l'on découvre davantage dans le roman, ou du moins avec un aspect plus créatif, visionnaire et humain, que ce soit dans le recrutement de ses hommes ou dans les directives qu'il donne dans la construction de Rapture. Un aspect qui a laissé place à la folie et l'isolement dans le jeu vidéo au fur et à mesure de la chute de la ville sous-marine. Cependant, j'ai éprouvé une sorte de frustration à l'écart de cet antagoniste qui vivait reclus dans son bureau. J'avais envie d'en apprendre plus sur lui. Dans le jeu, on doit se contenter de brides de dialogue grâce au magnétophone et d'une unique rencontre vers la fin du jeu. Frustration que le livre va considérablement réduire en rendant Andrew Ryan omniprésent à chaque chapitre ou presque. Car si le fondateur de Rapture n'est pas présent physiquement, il est le sujet de conversation directe ou indirecte de tous les personnages de l'œuvre.
Ce qu'un homme obtient par le travail à la sueur de son front, cela ne lui revient-il pas de droit? Non, répond l'homme de Washington. Cela appartient aux pauvres. Non, répond l'homme du Vatican. Cela appartient à Dieu. Non, dit à son tour l'homme de Moscou. Cela appartient au peuple. Milliardaires tourmentés par la guerre et par la destruction d'Hiroshima, qui désirent fuir la surface du monde, envahis selon lui de parasites, en gros les politiques et ceux qui profitent du système. Antagonistes au caractère et philosophie amplement inspirés par la romancière Ayn Rand. Une similarité que l'on retrouve aussi bien dans leur nom, que dans leur histoire. L'univers de BioShock s'appuie sur la pensée objectiviste, qu'assume fièrement Andrew Ryan. Opposé au relationnisme, l'objectivisme rejette toute forme de croyances et émotions qui, pour Rand et Ryan, font obstacle au bonheur et à l'évolution. On veut placer l'homme et ses intérêts au centre de tout en prenant l'égoïsme rationnel. En somme, la moralité c'est pas bien, l'altruisme c'est pire, arrête de servir les autres, pense à toi et à ton bonheur, peu importe les conséquences. Une idéologie que l'auteur John Shirley a bien su retranscrire en s'inspirant des interviews de la romancière, car les dialogues d'Andrew Ryan sont enflammés et incisifs. And now what is self-sacrifice? Yes, what is self-sacrifice? You say that you do not like the altruism by which we live. You like a certain kind of Ayn Randist selfishness. I would say that I don't like is too weak a word. I consider it evil. Rien n'est au conditionnel et l'impératif est souvent employé par le créateur de Rapture. Une philosophie, j'en conviens, déroutante puisqu'elle est assumée. Et c'est d'autant plus perturbant pour les personnes qui, comme moi, sont naturellement empathiques ou généreuses. Pour illustrer mon propos, voici un extrait que l'on retrouve dans le livre et qui résume à merveille cette philosophie. Oui, alors bien sûr, il peut paraître étrange qu'un homme à la tête d'un tel empire commercial réclame l'aide de citoyens plus modestes. Mais il se trouve que la notion d'intérêt personnel est au cœur même de cette future coopération. Ce que je veux prouver au monde, c'est que l'individualisme est l'énergie quintessentielle qui permet au commerce de fleurir. Que se libérer du carcan de ce gouvernement tentaculaire, libérer la science, la technologie et la croissance des lourds boulets que lui impose la société, nous permettra de prospérer sans la moindre limite. Pour certains joueurs, le personnage de Bill McDonnell ne dit peut-être pas grand-chose. On le découvre brièvement via des enregistrements audio et on devine qu'il est l'un des entrepreneurs de Rapture, recruté à la suite d'une réparation des sanitaires chez le millionnaire, alors fasciné par le côté acharné, ingénieux et honnête de l'homme. Que ce soit à travers ses enregistrements audio dans le jeu ou dans le roman, Bill est à mon sens le seul habitant lucide de Rapture. Et l'interview pour le site GameSpot de Ken Levine, créateur de BioShock, n'a fait que confirmer ma pensée. Selon lui, Bill se démarque des autres car fidèle à ses convictions. Là où la barrière héros-antagoniste a tendance à s'effriter sur la majeure partie des personnages, Bill est considéré comme la conscience de Ryan, ou du moins la dernière lueur d'espoir pour sauver Rapture. Importance du personnage que John Shirley a bien compris. Protagoniste principal du roman, c'est à travers ses actes et paroles que nous vivons l'effondrement de Rapture, que ce soit d'un point de vue architectural ou idéologique. Bill est un homme simple, ne désirant qu'être heureux avec sa femme et sa fille, et pourtant suivre aveuglément l'homme qui lui a tout donné ne fait que mettre en danger sa famille et les habitants de Rapture. Que ce soit pour empêcher la mise en place de la peine de mort, la consommation de poissons pollués, la nationalisation des plasmides qui rend les habitants de Rapture fous ou une guerre civile, l'égoïsme d'Andrew Ryan a toujours eu raison de Bill. Une loyauté infaillible qui va le conduire à sa perte puisque Bill sera incapable de tirer sur l'homme qui l'avait sorti de la misère pour en faire l'un des grands de cette utopie, pour reprendre les termes du livre. Finalement, Bill décédera par l'un des hommes de Ryan avant même de pouvoir s'enfuir de Rapture avec sa femme et sa fille. Par la suite, le cadavre de l'ingénieur sera accroché dans la salle des trophées de Ryan où le joueur a la possibilité de découvrir un enregistrement de sa part. Je n'ai jamais tué personne, et encore moins un camarade. Mais les choses sont ainsi. J'ignore si en tuant Monsieur Ryan, je mettrai fin à cette guerre, mais je sais qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'il vivra. J'aime beaucoup Monsieur Ryan, mais j'aime encore plus Rapture. Si je dois en tuer un pour sauver l'autre, tant pis.
Évidemment, le roman n'est pas parfait, loin de là. On dénombre quelques erreurs et contradictions entre le jeu et le livre, notamment des fautes temporelles ou encore des morts qui n'ont pas lieu d'être. Mais il n'était pas évident pour l'auteur de retranscrire le plus fidèlement possible l'ambiance et la chronologie du chef-d'œuvre de Ken Levine, en se basant uniquement sur des enregistrements de magnétophone. Et ça, les gens doivent se mettre cette idée en tête avant de commencer la lecture. Mais j'ai été agréablement surprise de suivre les aventures de Bill McDonald. La simplicité, l'honnêteté, voire la naïveté du personnage rend la lecture crédible. Et ça, je pense que c'est la raison principale pour laquelle Ken Levine a suggéré d'en faire le protagonisme du roman. D'autant plus que j'ai éprouvé un pincement au cœur en réalisant que ce cadavre vulgairement attaché au mur tel un trophée que nous découvrons dans le jeu est celui de notre héros. Alors évidemment que je conseille ce livre pour nous replonger quelques instants dans l'univers de Rapture. Le vocabulaire, la syntaxe, la forme, le style est à la portée de tous, ou presque, car selon moi, sans un minimum de connaissances sur le jeu de Ken Levine, l'accroche pour les personnages et les lieux emblématiques de la franchise est beaucoup moins prenante, ce qui enlève tout l'intérêt. Et à 28 € le livre dans sa version intégrale, autant ne pas se lancer là-dedans sans un minimum de contexte. Mais bref, je vais m'arrêter là, sinon je vais vous raconter tout le livre. Et je profite de cette fin de vidéo pour remercier quelqu'un qui m'aide également à réaliser les miennes, ou du moins qui me prête sa voix quand j'en ai besoin. Il s'agit de Quentin alias Le Clap, dont je mettrai la chaîne en lien dans la description. Spécialiste en cinéma et étudiant à Écart, il réalise des vidéos de très très bonne qualité, et dernièrement il a réalisé un court-métrage qui lui tient particulièrement à cœur. Et grâce à la magie du montage, je vais vous montrer quelques extraits. Surtout que le budget était extrêmement limité, et vu le rendu, je trouve ça vraiment assez ouf. Donc si j'arrive à lui faire gagner quelques vues, ça me ferait très plaisir. En plus c'est un duelliste qui est pas trop mauvais, alors voilà, je lui ai tout enseigné, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, sur ce portez-vous bien et à bientôt, ciao.